Alors on va enchaîner immédiatement avec la première table ronde. On rentre, messieurs, dames, dans le vif du sujet. Alors je vous cerne à peu près tous bien maintenant, donc je ne vais pas vous citer tous, mais vous êtes à peu près tous impliqués dans, j'espère, un projet dans lequel, vraiment personnellement, je vous recontacterai. Vous le savez, hein, je suis un petit peu persévérant, c'est mes origines bretonnes, mais donc je souhaiterais voir effectivement si l'année prochaine nous pouvons monter un réseau de réseaux qui pourrait déployer à travers la formidable richesse que vous représentez tous, à travers les actions que vous menez, si on pouvait imaginer monter ce qui pourrait être vraiment une vitrine, et plus que ça, un tourisme écologique et culturel. Dans cette première table ronde, la question qui va être posée, c'est la pertinence de monter un réseau comme celui-là, et surtout votre retour et votre regard sur cette notion de tourisme écologique et culturel. Je me réjouis parce que vraiment j'ai la chance, moi je ne fais rien en réalité, j'anime, mais c'est à eux de réfléchir et de poser des idées. Mais c'est vrai que je me réjouis toujours d'avoir une qualité de table ronde. Alors je ne l'ai pas fait hier, j'avais promis de le faire, je tiens à présenter mes excuses. C'est toujours très masculin, les tables rondes, la plupart du temps, alors que vous êtes une majorité de femmes à animer avec qui je me suis entretenu. Heureusement, vous allez rattraper, mesdames, tout ce défaut et vous allez intervenir brillamment dans la journée. Mais encore une fois, comme hier soir, heureusement qu'Aza a été avec nous hier soir, mais c'est encore masculin cette table ronde. Il n'y a pas que les hommes qui détiennent quand même la vérité ou des idées. Bien sûr, les femmes, vous avez de quoi partager ces idées-là. Alors messieurs, la question elle est posée. Dans le cadre de ce programme, une deuxième table ronde qui succédera immédiatement sera la table ronde sur des réalités concrètes, hein, vraiment des exemples de réalités de territoire, de terrain, de ce qui se fait. Et puis cet après-midi, vous le savez, vous êtes tous impliqués normalement. Deux ateliers parallèles. Le premier sur la société civile, comment elle peut imaginer ce tourisme écologique culturel, quelles propositions vous allez faire. Puis moi, j'animerai l'atelier 2 avec les interventions des réseaux et de voir ce qu'on pourrait imaginer tous mettre ces réseaux en réseau et faire d'un réseau quelque chose de vivant, encore une fois. Alors la question que je vais bien sûr vous présenter, je vous pose à tous les trois, c'est de savoir si ce tourisme écologique, selon vous, et culturel, doit avant tout être plutôt quelque chose d'informatif, de révélation, vraiment de protection, ou de reconnexion, d'action, de quelque chose qui va nous interconnecter avec ce vivant, avec cet environnement, ces patrimoines naturels. Vous avez tous les trois une belle expérience. Alors je vais commencer par le bout, donc Hervé Parmentier. Merci Hervé d'être là. Conseiller à la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Tu travailles au ministère de la Transition écologique. À tes côtés, Brice Duétien. Alors, tu as beaucoup de titres en réalité. Tu n'as retenu, tu es gentil, tu n'as retenu que cela, ce que je t'ai proposé, mais tu es co-créateur d'un MOOC qui a eu un très beau succès avec Nicolas, effectivement, avec le ministère de la Culture, sur le tourisme culturel. Et tu es manager de la filière tourisme au campus Sud des Métiers, donc la Chambre de commerce, ici, Nice, Côte d'Azur. Merci Brice. Et je tiens à dire que tu dois partir juste après. Donc merci d'avoir consacré ce début de matinée avec nous. Et puis Nicolas Monco, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je le représente. Nicolas, chargé de mission tourisme, culture, tourisme à la délégation générale de la transmission au territoire et à la démocratie culturelle du ministère de la Culture, qui, je le rappelle, est partenaire de cet événement. Alors, on va commencer avec toi, Hervé, rapidement. Donc, ta réaction à cette idée d'un tourisme écologique et culturel, comment toi tu l'entends et tu peux nous éclairer là-dessus. Alors bonjour à tous. D'abord, je vais deux petits éléments. Je vais d'abord essayer de laisser exprimer ma féminité, hein, qui est en moi, pour vous livrer un maximum donc, mon regard sur les questions posées. Deuxième chose, il s'est dit plein de choses déjà ce matin, très fortes, hein, sur l'ambition de préservation de nos patrimoines, l'ambition de valoriser des savoir-faire, de mobiliser effectivement les acteurs locaux. Donc je vais prendre un parti spécifique et je vais avoir une entrée très nature. Parce qu'effectivement, je suis un rond de cuir du ministère, mais avant j'étais dans les parcs nationaux, conservatoires du littoral, donc je vais vous parler aussi une entrée très, très nature. Alors, une petite séance un peu de psychanalyse où on va un peu se faire un peu mal, c'est-à-dire que notre environnement aujourd'hui, il est quand même mal en point.
mal en point. Vous savez, vous êtes tous des spécialistes. Au même titre qu'il y a un GIEC, un panel d'experts internationaux sur le climat, il y a un panel d'experts internationaux sur la biodiversité. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, notamment dans un rapport de 2019, c'est que notre environnement est vraiment très très mal en point. Dans les 50 dernières années, une accélération de la perte de la biodiversité liée à des pressions importantes, à des changements d'usage des terres, à des pollutions, à une transformation de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de transport. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, cet environnement, cette terre nourricière, cet espace de vie dans lequel il y a un tas d'écosystèmes et dont nous faisons partie, ces écosystèmes qui nous rendent des services et qui nous permettent effectivement de bien vivre dans un environnement sain. Vous avez parlé, les représentants de la commune d'Antibes, de la notion de santé. Et vous savez, cette notion d'une seule santé, le lien entre la santé humaine, la santé animale et la santé la fonctionnalité des écosystèmes. Bon, voilà. Donc, on est dans un environnement qui est quand même un petit peu mal. Donc, qu'est-ce qu'on va, à un moment, rajouter encore des énergumènes, des visiteurs qui vont aller dans cette nature un peu vierge? On peut s'interroger effectivement sur la pertinence de parler de tourisme dans les espaces naturels, voire dans les aires protégées. Pour autant, je vais revenir à une fonction, et c'est là où je vais vous parler, on va laisser tomber un peu ces casquettes professionnelles que l'on a, mais en fait, la raison d'être de l'homme sur Terre, c'est quoi? Notre raison d'être, c'est en fait de pouvoir vivre, nous épanouir dans un environnement sain. Et l'épanouissement dans un environnement sain, c'est notre capacité à échanger. Et là, un lien se fait pour moi tout naturel avec la culture, parce que la culture est pour moi, et dans ma petite vision d'écologue de base, c'est de nous offrir une opportunité d'échanger les uns les autres, de nous déplacer, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans qui ont un autre environnement, d'autres sources d'inspiration. Et donc, à un moment, aller effectivement lier tourisme et culture, ça prend du sens. Et c'est une certaine logique, une forme d'épanouissement. Je reviens à la nature. Eh bien, effectivement, si cette nature est malmenée, on a notre part de responsabilité, certes, mais on a notre part de responsabilité parce qu'on a des devoirs. Et donc, on va aussi, effectivement, faire évoluer nos modes de consommation, nos modes de transport, je le disais, nos modes de logement. Et à un moment, effectivement, on peut aussi se servir de cette culture, de ce moyen et de ce vecteur culturel pour effectivement accompagner cette transition qu'on appelle transition écologique. Et pour nous, gestionnaires d'espaces naturels ou d'espaces protégés, eh bien, la culture peut devenir un moyen pour effectivement faire passer un certain nombre de messages. Et ce que nous promouvons lorsque nous gérons des terrains du Conservatoire du Littoral ou lorsque nous gérons des espaces protégés, des parcs nationaux par exemple, ou des parcs naturels régionaux, comme le beau parc du Vercors, eh bien, c'est de faire ce lien, justement, de mobiliser la culture comme outil de médiation environnementale pour passer un certain nombre de concepts. Et on s'appuie sur quoi? Eh bien, on s'appuie sur la capacité de la nature à cette capacité de ressourcement, un moment d'oublier nos tracas, de pouvoir changer de rythme, de pouvoir regarder et être un petit peu dans l'émerveillement. Premier facteur, effectivement, porté par la nature. Deuxième élément, c'est que la nature est un élément, une source d'inspiration, et donc une source de créativité. Et on voit bien qu'effectivement, ce lien entre nature et culture se fait naturellement, et en plus, on peut se servir effectivement de la culture pour passer un certain nombre de messages. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est en tant que gestionnaire d'aires protégées ou d'espaces naturels, comment est-ce que nous abordons effectivement la culture? Alors, nous avons la chance, comme à Antibes, d'avoir effectivement des pépites aussi culturelles. Et je me souviens, quand j'étais directeur régional du Conservatoire du Littoral en Occitanie, il y avait et j'en parlais hier, Dado ce peintre avait laissé à un moment dans un bâtiment son témoignage, son inspiration. Et donc, le rôle des gestionnaires d'espaces naturels était, aux côtés des DRAC, par exemple, du ministère de la Culture, eh bien, de travailler à ce souci de connaissance,
de préservation, donc de mise en protection pour l'avenir, et puis aussi, voire de restauration, mais aussi effectivement d'ouvrir le plus largement au public, de donner les moyens de découverte effectivement d'éléments culturels donc aux visiteurs. Et puis, il y a un élément qui nous guide dans notre action de gestion des espaces naturels, eh bien, c'est la notion d'esprit des lieux ou de caractère. Et ça, c'est extrêmement important. Et alors, je vous vois là, j'imagine que vous allez réagir. Alors, et là, ce qui va effectivement guider l'aménagement et le sens que l'on va donner à l'accueil des visiteurs, c'est effectivement faire partager ce collectif identitaire qui se traduit par les paysages, qui se traduit par un certain nombre de bâtiments, mais qui se traduit aussi par effectivement l'identité et la personnalité des habitants qui vont accueillir les visiteurs. Donc voilà le témoignage que je voulais vous passer à travers la gestion, la préservation des espaces naturels que nous portons certes au sein du ministère de la transition écologique, mais aussi tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent tous les jours dans la nature, dans les espaces naturels pour effectivement préparer l'accueil des visiteurs. Est-ce que, rapidement Hervé, est-ce que l'écotourisme, toi qui es un homme des parcs aussi, effectivement, dépasse la notion de parc naturel? Est-ce qu'on peut, selon toi, le retrouver un peu partout? Oui, mais vous en parliez tout à l'heure à Antibes. Antibes, j'ai mis, pour venir de Valbonne, j'ai mis 45 minutes en moto. C'est pas la grande nature. Hein. Et pour autant, effectivement, en s'appuyant, vous le disiez, sur un certain nombre de pépites, un certain nombre de lieux, on peut parler de nature. Mais surtout, et vous l'avez dit, mais je ne trouve pas encore assez fort, c'est comment on va mobiliser effectivement les Antibois pour qu'ils disent « c'est bien, venez chez nous, on est heureux de vous accueillir » et effectivement qu'ils s'organisent. Et on en parlait hier, et ça fait l'objet, et moi je trouvais ça absolument passionnant, c'est comment on organise un tissu local pour effectivement que les opérateurs du tourisme, soit les artisans du tourisme, ça soit les opérateurs locaux. Et on réduira les conflits d'usage et on pourra s'appuyer sur la médiation, et notamment la médiation culturelle, pour faire de l'environnement. Très bien, merci Hervé. Nicolas, ton point de vue sur tout ça? Bonjour à tous déjà. Pour prolonger ce que disait Hervé, tu viens d'en donner quelques exemples. Bien se représenter déjà que les acteurs du monde de l'environnement, du patrimoine naturel, travaillent depuis très longtemps avec les acteurs culturels dans les territoires. Ce n'est pas du tout deux mondes qui sont séparés. On pourrait faire toute une série de listes, parler des parcs naturels régionaux, on peut parler de tout un tas de conservatoires du littoral. Par exemple, le conservatoire du littoral est l'un des premiers établissements à disposer de patrimoine au sens patrimonial extrêmement important, donc avec des projets de valorisation, de transmission très importants. Donc ces acteurs ont déjà l'habitude de travailler sur le territoire. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. La deuxième, pour élargir, j'ai été très frappé hier soir dans les propos de Jean-François Caron, où il expliquait, quand on parlait d'engagement de la jeunesse, à quel point probablement, pour dépasser toutes les contradictions dans lesquelles le monde d'aujourd'hui est, et notamment sur la question du tourisme, il fallait produire un nouvel imaginaire. Quelle plus belle définition du besoin de travail coopératif ensemble entre les acteurs culturels, et j'y mets toutes les forces de la création, tous les artistes qui aident effectivement à imaginer d'autres futurs et d'autres futurs vivables. Donc ces mariages et ces liens existent déjà et ils ont besoin d'être considérablement développés. Maintenant, une troisième chose que Brice peut-être pourra confirmer ou davantage appuyer, c'est que la notion du tourisme culturel, puisque c'est du point de vue duquel je parle, a beaucoup évolué depuis ces 40 ou 50 dernières années. On était avant davantage dans un tourisme qui s'accrochait au patrimoine érigé, au patrimoine un peu fixé que l'on regardait comme spectateur, pour aujourd'hui une recherche de plus grande inclusion, de plus grand dialogue effectivement avec le patrimoine, mais dont la dimension a changé. Elle n'est pas que monumentale, ce n'est pas forcément fréquenter un musée, mais c'est participer de tout ce qui est l'identité d'un territoire en interaction avec les habitants. C'est ce que ceux qui font du marketing expérientiel expliqueront, c'est vivre l'expérience totale, paraît-il.
Mais en fait, on comprend tout à fait ce besoin de se reconnecter aussi, à redécouvrir le territoire, peut-être son territoire, peut-être découvrir l'autre, l'altérité, et évidemment l'homme dans son environnement, puisqu'il en fait complètement partie, et il l'a façonné, mais il en est aussi dépendant. Ce que je voulais, en complément, donc de dire qu'on a tout un terreau et toutes des bases extrêmement riches, probablement méconnues. Avant de me rendre à ces rencontres d'Antibes, et je passe depuis hier soir des moments très riches parmi vous, et je pense qu'il faut que la qualité et la pertinence de cet événement mérite qu'il soit défendu et probablement prolongé. On en reparlera ensuite sur les perspectives. Mais quand je m'y suis rendu, moi partant du ministère de la Culture, et au plus haut niveau, enfin ce qui est... D'accord, écotourisme et tourisme culturel, nature et culture, mais tu vas faire quoi là-bas? Pour tout le monde, vous allez parler de quoi? Parce que c'est pas évident. En fait, c'est pas du tout si évident que ça au niveau de la décision publique, au niveau parce qu'il y a passé de l'idée même à la démonstration, aux actes, aux choses concrètes. Eh bien, il y a encore énormément de chemin à faire. Moi, je retiens 2 éléments, me semble-t-il. C'est qu'il est absolument nécessaire d'inventorier, de partager ensemble des expériences concrètes réussies qui joignent effectivement tourisme culturel et naturel. Des exemples existent absolument intéressants, ça sera d'ailleurs le sujet des tables rondes qui suivent et des ateliers de cet après-midi, mais que ces démonstrations soient connues et valorisées, qu'elles soient un peu, y compris catégorisées, qu'on puisse un petit peu les classer, les connaître pour mieux les partager, parce qu'effectivement, hier, c'est la question qui a été posée à Jean-François Caron. Ce que vous réalisez chez vous, est-ce que c'est transposable? Est-ce qu'on peut le partager? Est-ce qu'on peut faire du parangonnage, comme on dit, pour éviter le terme benchmark? Mais voilà effectivement des choses qui feront qu'on ne se déplacera plus dans ces événements en disant « mais de quoi vous allez parler ?» Comme si c'était un petit club fermé de gens qui se comprennent qu'entre eux. Il faut effectivement que ça devienne quelque chose de naturel et qui soit complètement communicable. L'autre question, me semble-t-il, dans la même démarche, c'est que tout tourne autour d'une autre conception de la dynamique de territoire, la dynamique culturelle, la dynamique touristique, la dynamique de tous les acteurs qui agissent dans les milieux, autour des milieux naturels, mais aussi de la production, les acteurs locaux, par la participation, par la démocratie, par la reconnaissance de la place de chacun à avoir un rôle à jouer dans la définition effectivement des dynamiques et des projets de territoire. Et là aussi, c'était un des propos de Jean-François Caron, quand il expliquait notamment qu'à Lesley-Lille, je crois, tout avait été organisé en partant du récit, en partant de la mémoire, en partant de ces choses-là, mais qu'attend-on pour valoriser à nouveau et essayer de reproduire dans d'autres territoires des méthodes similaires? Probablement ce qui nous manque aussi un petit peu, au-delà des discours, c'est de structuration, de méthodo et de reproduction. C'est en multipliant ces expériences dans les territoires qu'on ira quelque part, j'allais dire évangéliser, mais je veux dire à un moment convaincre. Et la première des choses, c'est convaincre les décideurs publics par des retours d'expérience, par des indicateurs, par des choses qui montrent effectivement que c'est profitable pour le territoire, mais attention, profitable à l'ensemble des parties prenantes qui sont sur ce territoire, avec des points d'équilibre bien trouvés et des développements que j'appelle, moi, raisonnés. Je crois qu'on a vraiment besoin de rassembler ces choses-là. Je vois mon ami des petites cités de caractère, Laurent. On parle ensemble des fois de projets Totec. Est-ce qu'on a effectivement des projets Totec? Est-ce qu'on a des choses que l'on peut évidemment complètement diffuser? La question, c'est qu'il faut que l'on diffuse, mais des éléments tangibles, sérieux, démontrables. Sinon, nous n'allons pas, me semble-t-il, progresser. Et moi, c'est soit l'objectif et les suites que j'aimerais qu'on donne au travail qu'on a engagé aujourd'hui ensemble. On va en avoir dans la table ronde suivante quelques exemples. Côté participatif, je rappelle, prenez vos téléphones, vous pouvez vous connecter à vevox.app, vous tapez le mot de code, le pass, et vous mettez un mot qui vous inspire par rapport à ce qui est dit durant toutes les tables rondes. Et nous, c'est très très instructif. Hier soir, c'était très instructif de voir évoluer ce nuage de mots. Brice, ton avis aussi par rapport à ces sujets-là? Bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de succéder à mon ami Nicolas. Et c'est la première fois, et on se connaît depuis longtemps avec Nicolas, que j'entends dans sa bouche le terme évangéliser. Quelle mutation, cher Nicolas. J'en suis même un peu... j'entends Philippe qui en sourit dans la salle.
Je vois que la proximité de la mer Méditerranée a des bienfaits sur ton humeur et j'en suis ravi. Petite anecdote pour commencer. Moi, je trouve que la question se pose, mais la réponse me semble tellement naturelle. C'est-à-dire que depuis toujours, nature, culture et tourisme sont intimement liés. J'en veux pour preuve que les premières formes d'organisation culturelle, et on peut prendre par exemple les musées, exposent des œuvres qui, originellement, ont pris comme source d'inspiration, et on parlait tout à l'heure, des paysages. Autrement dit, la culture et la nature sont intimement liées, et depuis toujours. Et c'est totalement inscrit dans l'imaginaire, dans le fond, dans notre fond culturel et dans notre capacité à appréhender un territoire. C'est-à-dire que quand on veut comprendre un territoire, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord au musée. On va regarder ce que les artistes des siècles passés en ont raconté de ce territoire. Et moi, j'habite ici sur la Côte d'Azur depuis 1 an. J'ai découvert un petit musée formidable, le musée Bonnard, au Canet. Et j'ai redécouvert l'œuvre de Bonnard. Je l'avais un peu oublié. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire c'est une lecture nouvelle d'un territoire. Et c'est absolument passionnant de voir également, sous le sceau du prisme des artistes, l'évolution des paysages et l'évolution du territoire. Je crois que ça, c'est la première appréhension. C'est totalement inscrit dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. La deuxième idée, pour rebondir un petit peu sur ce que Hervé et Nicolas disaient tout à l'heure, c'est qu'il me semble aujourd'hui que la culture est éminemment naturelle et inversement, la nature est éminemment culturelle. Je crois simplement qu'il y a eu des évolutions sociales depuis 20 ou 30 ans. Moi, enfant, mon père était ingénieur agronome. Et quand il travaillait sur, par exemple, le lisier de porc, ça faisait rêver personne. Quand il travaillait sur des plantes qui avaient vocation à s'adapter au milieu naturel, ça faisait rêver personne. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que ça lui a permis d'aller, et c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas, d'aller vers l'autre. Moi, je l'ai suivi dans des voyages, en Afrique notamment. Et donc, ça nous a permis d'appréhender à la fois la question de la biologie, de la nature, mais aussi de l'altérité. Et pour moi, c'est aussi ça le sens du voyage. Et je crois que, dans le fond, aujourd'hui, quand on voyage, on cherche bien sûr des éléments culturels, mais de plus en plus des éléments naturels qui définissent le fondement social d'un groupe, d'une culture. Et je pense que ça, c'est un élément central aujourd'hui dans l'appréhension du voyage. Et puis le dernier petit point qui me vient à l'esprit comme ça sur le premier temps d'échange, c'est la place de l'habitant. On l'a souvent oublié dans l'appréhension du voyage. On a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé de politique, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je pense aujourd'hui que la grande mutation aujourd'hui, c'est associer l'habitant qui, dans le fond, véhicule avec ses pratiques une culture qui semble la plus simple, la plus compréhensible pour les voyageurs. On parle beaucoup de storytelling, de marketing territorial, de marketing expérientiel, mais dans le fond, la vérité du terrain, c'est celle de l'habitant. Il n'y a pas besoin de démarches marketing extrêmement poussées pour s'intéresser à ce que vivent les habitants. Et moi, je pense que c'est ça aussi, un peu de frugalité de marketing ne me semble pas inapproprié aujourd'hui en termes de réflexion, en termes de pratique. Donc ça, c'est les 3 petites idées qui me venaient à l'esprit à l'écoute de ce qu'ont dit Hervé et Nicolas. Et puis, dans le fond, je crois que la relation entre nature, culture et tourisme est naturelle, mais aujourd'hui nécessite aussi peut-être qu'on dise qu'il y a plein de choses qui ne vont pas encore. C'est bien de s'autocongratuler. Nicolas disait tout à l'heure que quand il a quitté le ministère, on lui disait, dans le fond, pourquoi tu voyages? Quel est le sens de ton voyage? Il suffit de lire un petit peu les actes, Laurent en parlait tout à l'heure sous le sceau de la plaisanterie, du plan de relance qui a été annoncé samedi, pour se rendre compte que c'est notoirement insuffisant. Comment 2 secteurs comme la culture et le tourisme, qui ont un poids aussi important, à la fois économique et dans les pratiques sociales, ont si peu de poids dans la politique publique en France? C'est tout simple, c'est une question qu'on pose depuis de nombreuses années. C'est sans doute aussi un peu naïf dans le fond, c'est-à-dire on attend que le politique décide pour nous. On attend une pratique descendante, on attend des tendances, des indications. Aujourd'hui, moi je suis totalement insatisfait à la lecture du plan de relance qui annonce aujourd'hui que la France veut devenir la première destination de tourisme durable dans le monde. Si j'ose dire, c'est une vieille lune.
on répond avec du quantitatif à une question éminemment qualitative. Donc c'est-à-dire qu'on se trompe d'objectif, on se trompe de discours et forcément on va se tromper de moyens. C'est ça qui est intéressant à la lecture du document. C'est quand même assez frappant de se dire que 2 années de pandémie, 2 années de confinement, 2 années de réflexion, 2 années d'invention, tu parlais d'imaginaire du monde d'après, ont débouché sur un document qui n'est fait que de réécriture de ce qui préexistait auparavant et de réécriture de lignes budgétaires qu'on trouvait dans les budgets des années précédentes. Donc ça veut dire que je trouve que cette relation intimement en lien avec les territoires, il y a beaucoup de territoires formidables, on ne va pas les inventorier parce que ce serait totalement impossible, mais je crois aujourd'hui que la prise de conscience, si j'ose dire, d'en bas, n'est absolument pas partagée par le haut, en tout cas par ceux qui se pensent appartenir en haut. Et je suis, à titre personnel, convaincu que les démarches qu'on porte sur les territoires est beaucoup plus valeureuse en termes à la fois d'initiative, de sens, d'implication des citoyens, mais également aussi d'implication des entreprises et des territoires, des collectivités, que ce qu'on peut imaginer à l'échelle d'un État qui me semble particulièrement défaillant en la circonstance. Et enfin, dernier petit point, Eric, moi j'ai été élu de la République, un adjoint tout à fait modeste d'une petite commune de 6000 habitants, j'étais adjoint à la culture. Et donc j'ai apporté plein d'idées, plein de créations. Et lorsque j'ai voulu apporter cette lecture culturelle à l'office de tourisme du territoire auquel j'appartenais, j'ai vu une levée de bouclier. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur le terrain, y compris dans des territoires qui, structurellement, historiquement et sociologiquement, sont fondamentalement et intimement influencés par ces 2 secteurs-là. Voilà ce que je voulais te dire au début. Juste avant de laisser la parole à Hervé, quand même j'aimerais réagir pour tous les 3, je te laisse prendre la parole Hervé, mais je fais un petit peu mon gratte-poil volontaire, mais c'est pas une vision un peu idéaliste que vous donnez, où les gens ont besoin de découvrir un territoire à travers la nature. Ce qu'on assiste depuis les déconfinements, c'est des déversements de gens qui vont un peu n'importe où, pas très bien respectueux ou éduqués, et qui ne pensent qu'à une chose, pour encore la plupart d'entre eux, c'est de se dorer la pilule au soleil et de bien se reposer, ou de ce qui peut être tout à fait compréhensible. Est-ce qu'on est vraiment, selon vous, prêt à cette connexion entre un territoire qui accueillerait dans sa dimension culturelle et écologique une population touristique et une population touristique bien préparée à la visite de ce territoire et avec cette quête de ce territoire dans sa dimension culturelle? Je commence par toi, Brice. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision binaire des événements et des consommations touristiques. Bien sûr, il y a une part des consommateurs qui recherchent le soleil sur la plage, mais dans le fond, en rencontrant beaucoup, en voyageant beaucoup dans tous les territoires en France depuis presque 30 ans, et y compris d'ailleurs depuis la fin des confinements successifs, et en attendant peut-être de prochaines décisions ministérielles. Mais moi, je me rends compte qu'il y a une véritable évolution. J'étais la semaine dernière à Clermont-Ferrand, par exemple, et je me suis rendu compte que beaucoup d'acteurs aujourd'hui disent on observe une véritable mutation sociale. On observe une véritable mutation culturelle et les attentes ont profondément changé. Donc ça veut dire que les entreprises qui structurellement étaient souvent rétives au changement parce qu'il y avait une niche de profitabilité, puis ce n'était pas la peine de se remettre en cause, beaucoup d'entreprises, notamment par exemple des hébergeurs, notamment des restaurateurs, se lancent dans cette évolution sociale et essayent de la suivre. Et je trouve que le mécanisme est intéressant. Donc pour moi, c'est un mécanisme enclenché qui est inéluctable. Voilà. Alors bien sûr, mais après une offre touristique à l'échelle d'un territoire, il faut offrir le maximum, tu disais Nico, d'expérience à l'échelle des territoires, en tout cas le maximum d'offres possibles. Mais moi je suis intimement convaincu que le mécanisme est enclenché, qu'on ne reviendra pas dessus. Et puis dernier petit point, je vais laisser la parole bien sûr à Hervé et à Nicolas, c'est on a tous une responsabilité. Et je crois que la notion de responsabilité de consommation est intimement liée aussi à l'idée du tourisme aujourd'hui. On ne veut plus consommer inutilement
Et si on souhaite consommer, y compris en termes de mobilité, il y aura une exigence de plus en plus à la fois de responsabilité, de sens. Et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est partagé vraiment par l'ensemble des classes sociales, que ce soit des consommateurs avertis, des gens éclairés, qui ont une connaissance fine de ces secteurs-là, mais aussi des gens qui l'ont sans doute moins, des jeunes. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, mais aussi peut-être des visiteurs étrangers qui vont revenir sur le territoire. Et je pense que ça, c'est une exigence qu'on doit partager collectivement, avoir non pas cette naïveté, mais cette exigence, et je pense cette excellence de comportement, mais aussi cette excellence de création d'une offre nouvelle. Hervé ? Je voulais réagir sur 2 points. D'abord, tu disais, est-ce qu'on constate effectivement que les gens ont un comportement différent? Aujourd'hui, ils viennent se dorer la pilule. On va prendre l'exemple des Alpes-Maritimes. Je vais vous citer des sites que vous connaissez bien. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui, l'été, remontent dans les vallées pour aller chercher une alternative à la plage et remontent le long de la vallée du Loup, remontent le long de la vallée de la Siagne, de Roquestéron, et vont de plus en plus effectivement essayer de trouver une alternative à cette plage, et le long des cours d'eau, ils veulent de la fraîcheur, mais être un peu tranquille. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce que disait Pierre, le problème c'est que y en a un qui est venu, 2 qui est venu, et on recrée finalement notre modèle balnéaire et de masse dans ces espaces naturels qu'on a un peu conquis, parce que certaines personnes ont voulu trouver un peu quelque chose de plus doux, de plus, voilà, avec moins d'encombrement. Donc ça, c'est le problème. Je voulais revenir sur aussi une deuxième chose, sur le côté, il ne faut pas être binaire. Et alors, bien sûr, ce plan de reconquête et de transformation du tourisme, on a passé des heures et des heures avec Nicolas à bosser dessus, mais je voudrais quand même vous montrer quelques éléments un petit peu, le côté immergé de l'iceberg, qui n'est pas grand-chose, mais qui montre qu'il y a un changement. Bien sûr que lorsqu'on construit un plan comme ça au niveau national et interministériel, vous avez les gros lobbies qui débarquent et qui veulent réimplanter, remettre leur modèle, un petit peu le verdir. Pour autant, premier élément, on a été obligé de travailler ensemble avec Nicolas parce qu'ils nous ont collé un axe, c'est scandaleux, un axe valorisation des patrimoines naturels et de la culture. Donc, on voit que, tiens, ça veut dire qu'à un moment, il y a dans la tête de quelqu'un a germé peut-être le fait qu'il fallait faire monter effectivement nos patrimoines. Et dans nos patrimoines, il y avait effectivement cette association naturelle, justement, entre nature et culture. Donc, ce sont des mots qui avaient été prononcés par le président de la République, voilà, à Saint-Cyr-la-Peuplière. Donc, pour moi, ça donne un petit peu d'espérance. Deuxième chose, c'est qu'avec Nicolas, on a porté une mesure sur le travail à l'échelle des territoires. C'est bien beau de faire des outils, de dire on va faire des véloroutes, on va verdir les ports, on va mettre des bornes de recharge électrique. Bon, ça c'est de l'outil, ça. Mais ce qu'on a voulu faire avec Nicolas, c'était aussi de dire comment on peut à un moment mettre à disposition des territoires des moyens peut-être humains pour travailler sur la structuration de la gouvernance, sur mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du tourisme. Et c'est pas les acteurs du tourisme, pour nous, c'était aussi les agriculteurs, c'était aussi, certes des hébergeurs, des restaurateurs, mais voilà, il y a aussi d'autres personnes, donc je citais les agriculteurs, mais il y a aussi, je sais pas, on va peut-être en discuter, on va peut-être partager tout ça avec la salle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a essayé dans ce plan, et il y a quand même quelques frémissements dans ce plan, qui permettent d'engager effectivement une évolution du tourisme. Bien sûr, c'est nouveau, c'est ça, voilà. Vraiment, c'est totalement nouveau. Dernier point, c'est qu'on s'est appuyé pour construire ce plan sur des consultations locales d'acteurs de nos différents réseaux. Nicolas dans le réseau culture, moi dans le réseau des gestionnaires d'espaces naturels. Et là, on vous rencontre et on a besoin effectivement d'acteurs sur le terrain, de réseaux comme Defimed, pour à un moment bousculer les modes de pensée traditionnels. Donc voilà, moi je suis, certes ce plan il n'est pas forcément satisfaisant sur beaucoup de choses, mais pour autant on voit que l'équilibre est en train de changer. Et on a besoin effectivement d'acteurs locaux qui vont passer des messages, qui vont effectivement saisir les politiques pour faire évoluer effectivement cet équilibre établi et cet ordre établi aujourd'hui et ce carcan qu'on a de la part d'un certain nombre de lobbies. Merci Hervé. Nicolas ? Ça nous emmènerait très très loin sur quel est notre rôle à tous
autour de la table et dans nos fonctions respectives. Moi, à la place où je suis, et avec le ministère de la Culture, on travaille à l'intérêt général. On travaille donc à faire que les notions d'accès de tous, de reconnaissance de tous, je parle en matière culturelle, mais les notions d'équité et d'égalité territoriale, de continuité territoriale, de solidarité, finalement nos valeurs de la devise française, liberté, égalité, fraternité, soient incarnées concrètement dans les politiques publiques. C'est ça notre boussole. Alors disant cela, il y a effectivement les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité et le monde terrible qui se dessine devant nous si on ne prend pas les mesures à temps. Et d'ailleurs, tout le monde nous dit que le temps est déjà presque dépassé. Je suis tenu à un propos, je représente mon ministère ici, donc je ne suis pas dans un propos personnel. Mais aujourd'hui, peut-on penser, et je m'arrête là dans le propos, que culturellement, on va bien en France aujourd'hui. Enfin, voilà, je pense que vous voyez dans quel débat, dans quel contexte on est, etc. Ces questions-là se posent aussi, me semble-t-il. Et donc, à notre niveau, tout ce qui peut, à un moment, faire avancer, dans le cadre démocratique, l'intérêt général, eh bien, toutes ces occasions doivent être saisies. Et c'est là que je rejoins Hervé dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a quand même des opportunités dans lesquelles on peut aller retirer un certain nombre de choses. Juste un exemple, on en reparlera cet après-midi avec des acteurs nombreux qui sont venus. L'un des magnifiques programmes européens depuis 30 ans qui porte, conjugue, développement durable, culture, patrimoine au niveau européen et la question de l'environnement et l'environnement naturel et physique dans lequel on se trouve, c'est le programme des itinéraires culturels européens. Et d'ailleurs, il y a d'autres itinéraires qui ne sont pas certifiés, mais qui sont aussi d'autres itinéraires. Eh bien, le fait, et c'est la première fois que ça arrive, que depuis plus de 30 ans, le gouvernement français l'inscrive à son agenda de travail, c'est aussi avoir faire un petit peu progresser la question. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait qu'on ait quand même une idée un peu précise de ce qu'il se fait pour pouvoir effectivement en faire une collection, en faire une agrégation. Une autre mesure du plan sur laquelle nous nous sommes beaucoup battus, c'est la question d'un dispositif qui avait inventé le ministère de la Culture, qui était les rencontres du tourisme culturel. Concrètement, on a toujours pensé que les cultures professionnelles étaient différentes et que l'un des rôles que s'assignait le ministère de la Culture, c'était de dire « mettons ensemble les acteurs culturels et les acteurs du tourisme pour arriver, à partir d'un cadre d'échange commun, à dégager des synergies, des pistes d'action ensemble et montrer que c'est possible ». Eh bien moi, par rapport à la proposition que je vous fais, nous avons inscrit dans le plan tourisme le fait que ces rencontres puissent exister au niveau national et régional. Moi, je prends ici 2 engagements. Alors, je ne vais pas très loin. Le premier, c'est qu'on ne fera pas ces rencontres sans qu'il y ait Hervé et la dimension naturelle. Première chose, c'est-à-dire que ça, alors qu'avant c'était simplement culture. Eh bien, progressons puisqu'on est maintenant dans le même axe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que si on arrive à faire les démonstrations dont je parlais avant, eh bien, il faut qu'il y ait une place pour ce qu'on se dit aujourd'hui dans le cadre de Défimed, dans le cadre de rencontres nationales portées par le ministère de la Culture au nom du gouvernement. Donc il faut se saisir de toutes ces occasions pour rentrer par la porte, par la fenêtre, etc., pour faire progresser ces enjeux qui sont d'intérêt général et qui participent de l'évolution de la société. Voilà, donc moi je ne suis pas à me dire tout est gagné, tout est perdu, mais chaque jour, step by step, on essaye effectivement de progresser et d'embarquer le plus grand nombre de monde possible. C'est le sens aussi du soutien du ministère de la Culture et de ma présence dans ces rencontres.